Alors, l'autisme, actuellement, est classé dans les classifications internationales, qu'elles soient la CM10 ou le DSM-4, comme étant un trouble envahissant du développement. Hein. La classification française continue de l'appeler trouble psychotique, mais bien sûr, en changeant un petit peu sa classification, et actuellement, il est mis sous la rubrique autisme et troubles psychotiques. Ils ont ajouté dans la CFTMA le vocable de trouble envahissant du développement. Donc c'est un trouble envahissant du développement. Trouble envahissant du développement par rapport au trouble global du développement et au trouble spécifique du développement. Le trouble global du développement, c'est celui qui inclut l'ensemble des fonctions de manière, je dirais, harmonieuse. C'est les retards mentaux en général. Donc il y a un retard global, général du développement chez l'enfant. C'est des pathologies du développement dont on parle. Les troubles spécifiques du développement, c'est des troubles qui touchent une fonction. Hein. Par exemple, les troubles de la parole, les troubles du langage écrit, les troubles de la motricité, où il y a une difficulté à acquérir un niveau qui correspond à l'âge de l'enfant. Les troubles envahissants du développement, c'est des troubles qui touchent l'ensemble des sphères et qui touchent la personne au plus profond d'elle-même. On a utilisé le vocable envahissant un peu en référence à l'envahissement de la tumeur, hein, la tumeur envahissante cancéreuse, parce que c'est une pathologie très lourde qui détruit énormément. Les troubles envahissants donc sont constitués par non pas par un niveau de fonctionnement intellectuel, mais par des altérations qualitatives. Ce ne sont pas seulement des retards. Hein. Et le trouble fondamental, c'est l'incapacité à établir des relations et à communiquer avec les personnes. Voilà les critères de diagnostic de l'autisme selon la CM10. Donc, les critères A, présence avant l'âge de 3 ans d'altération qualitative du développement, l'âge est important. Et on peut les voir avant 3 ans, mais on peut les voir après 3 ans, mais à ce moment-là, on pourra classer le trouble dans une autre rubrique. Donc, le critère A, c'est des troubles qui apparaissent avant l'âge de 3 ans, et c'est des troubles qui sont caractérisés essentiellement par des altérations qualitatives du développement. Le langage qu'on utilise dans la communication, dans l'interaction et dans l'échange social, le développement des interactions sociales et le jeu fonctionnel ou le jeu symbolique du faire semblant qui est altéré. Et le critère B pour faire le diagnostic, c'est qu'il y ait au moins 6 des symptômes qui sont décrits dans les rubriques 1, 2 et 3, c'est-à-dire interaction sociale, altération de la communication, et enfin, présence de symptômes avec donc caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et des activités dans un des domaines, il y en a plusieurs. Donc, 3 grands groupes de symptômes qui sont importants pour le diagnostic. Les interactions sociales, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une absence d'utilisation du regard, donc de l'interaction visuelle, dans la communication. Vous avez, on va le voir tout à l'heure, le regard a un rôle extrêmement important dans l'interaction sociale et dans le sens de ce qu'on transmet, dans l'échange et dans la communication. De l'interaction faciale, des mimiques, donc, de l'attitude corporelle et des gestes. Hein. Tous les messages qu'on envoie, en fait, les gens les reçoivent, mais les décodent en fonction de ce qu'on leur transmet par nos gestes, par notre regard et par notre posture. Incapacité à développer des relations avec les pairs, qui implique donc un partage mutuel, c'est des gens qui ne savent rien partager. Un manque de réciprocité affective et émotionnelle, avec des réponses qui sont souvent inadéquates aux émotions d'autrui. Et c'est des gens qui ne sont donc incapables de moduler leur comportement en tenant compte du contexte. Hein, leur réaction ne peut absolument pas s'adapter à quelque chose qui change dans un environnement. Bien sûr, c'est des gens qui ne cherchent pas à partager des émotions, des plaisirs, etc. Pour la communication, on retrouve énormément de symptômes, mais les plus importants sont listés, et il en faut au moins quelques-uns aussi. Donc, retard ou absence du développement du langage oral,
bon, avec des signes qui apparaissent beaucoup plus précocement dans le développement du langage, sans tentative de pallier à ce manque de communication. Comme par exemple, certains le feraient pour certains qui ont des altérations du trouble du langage uniquement, hein, verbal. Dans les dysphasiques, les gens peuvent communiquer, bien qu'ils aient un trouble grave du langage. Hein. Ils peuvent utiliser le geste. Incapacité à engager ou à maintenir une conversation comportant un échange avec d'autres personnes, et surtout un usage inadapté, donc stéréotypé, répétitif du langage, et une absence du jeu du faire semblant. Tout à l'heure, bon, j'ai parlé de la troisième rubrique, avec des symptômes que tout le monde connaît, qui sont peut-être les plus visibles, parce que ils sont un peu bizarres. Les gens voient ces gens qui jouent des jeux un peu particuliers, qui répètent tout le temps la même chose, qui s'attachent à une seule activité dont on ne connaît pas le sens, on ne comprend pas le sens, qui suivent éternellement une petite lumière ou un petit bruit, ou tendance à jouer avec leur corps, etc., etc. Voilà un peu quels sont les symptômes. Donc, le trouble autistique repose sur 3 groupes de symptômes en général. Un trouble des interactions sociales, un trouble de la communication et des comportements bizarres. Il y a bien sûr des troubles associés. Hein, des troubles associés, les crises d'agitation, des troubles autres que les comportements ritualisés, etc., qu'on peut retrouver, l'hyperactivité par exemple, est très souvent associée aux troubles autistiques. Mais l'autisme n'est qu'un élément des troubles envahissants du développement. C'est un tableau. Il constitue le noyau du spectre de l'autisme. Et en réalité, les limites sont très floues. Hein. Donc, le syndrome typique tel qu'il a été décrit par Léo Kanner, c'est celui-là. Il repose sur les 3 groupes de symptômes. Hein. Mais dans la réalité, la présentation est diverse. L'intensité des troubles est différente, les pathologies associées sont différentes, et on a donc une variété de sous-groupes qui se constituent en fonction notamment aussi du début d'apparition des symptômes et des évolutions. C'est un problème énorme pour les parents, bien sûr, on va y revenir tout à l'heure. Voilà une représentation schématique du trouble autistique, donc central, l'autisme infantile, tel premier, et puis tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire troubles envahissant du développement non spécifique, le syndrome de Rett, l'autisme atypique, les syndromes d'Asperger, etc. Et quand on regarde les taux de prévalence, on voit qu'il y a des variations énormes. Et vous voyez que une autre schématisation, une autre présentation, donc du trouble autistique le plus sévère qui a été décrit par Kanner, donc l'autisme central, jusqu'à ce qu'on appelle l'autiste de haut niveau, ou bien de l'Asperger, en passant par différents types de présentation d'autisme, et la pyramide s'élargit, donc le nombre de personnes qui devient de plus en plus important. Et aussi des constellations sémiologiques vraiment différentes. Se posera le problème des limites. Hein, jusqu'où va l'autisme et qui est autiste et qui ne l'est pas, qui a besoin d'une prise en charge et qui ne l'a pas, parce que si on prend les limites, par exemple, supérieures, on se pose vraiment le problème de la normalité des gens. Hein. C'est des gens qui sont aux frontières de la normale, qui peuvent réussir très bien dans certains domaines, mais qui peuvent échouer lamentablement dans des domaines élémentaires. Hein. On en reparlera tout à l'heure. Donc, consensus des cliniciens sur la forme typique. Je crois que on en a parlé de ça, non? Oui. Nécessité donc de porter l'attention davantage sur les aspects personnels pour personnaliser l'intervention que sur les sous-groupes diagnostiques. Les recherches cliniques sont en cours pour essayer de mieux préciser ces contours. Sur le plan épidémiologique, voilà à peu près les chiffres que nous avons, donc qui sont les mêmes, ils sont les mêmes un peu partout, ils n'ont pas changé depuis. On en diagnostique de plus en plus parce que les critères diagnostiques sont plus importants, et puis ça s'ouvre aussi vers je vous ai dit, vers le versant normal. Hein.
Donc, si on compte tous les troubles envahissants du développement, nous avons 3 à 6 pour 1000, c'est quand même important. Hein, c'est quand même important. On retrouve essentiellement des garçons, presque 4 garçons pour une fille. Et le problème, c'est que pour la majorité des autistes, parce que l'image de l'autiste brillant est quand même un peu rare, il faut faire attention à l'Asperger. C'est un syndrome très rare. La plupart des autistes ont une insuffisance mentale associée. Donc ils ont les deux handicaps. L'autisme est un handicap qui touche essentiellement les interactions sociales et la communication, mais très souvent, sur cet handicap se greffe le handicap mental global. Comment on fait les diagnostics? Jusqu'à maintenant, la meilleure technique, c'est l'observation clinique, l'entretien, et ce qui est très bien aussi maintenant, nous avons la possibilité pour les cliniciens, c'est de voir les enregistrements vidéo, de demander aux parents de prendre des séquences photos, vidéo, et puis de les voir. Comme ça nous permet de voir l'enfant dans son environnement, sur des plages plus longues, dans un environnement habituel qu'il maîtrise. Et ça nous permettra donc d'évaluer selon les critères diagnostiques dont on a parlé tout à l'heure. Les outils d'évaluation du diagnostic, nous en avons plusieurs que nous appliquons plus ou moins, parce que c'est pas évident de les appliquer. La Childhood Autism Rating Scale de Chopler, la CAS, c'est pas une échelle diagnostique en réalité, bien que certains l'utilisent comme une échelle diagnostique. En fait, c'est une échelle d'évaluation du suivi, d'intensité, et non pas de diagnostic. La vérité, les deux échelles de référence pour le diagnostic, c'est l'ADI, révisé, l'Autism Diagnostic Interview, et la DOS, aussi, donc, du même auteur, qui sont les échelles de référence pour faire le diagnostic de l'autisme. La Checklist Autism in Toddlers de Cohen, Simon Baron-Cohen, est une échelle qui s'applique pour les tout petits, donc qui nous permet justement de dépister et de faire les diagnostics d'autisme à 18 mois. Bien sûr, pour ces échelles se pose le problème de l'adaptation de ces échelles. Quoique certains pays ont commencé à faire des adaptations. Nous avons aussi, ces échelles, c'est des échelles spécifiques du diagnostic de l'autisme. Nous avons aussi des échelles globales pour le diagnostic de l'autisme. C'est celles qui nous permettent d'évaluer le développement donc, du comportement adaptatif, par exemple, comme le WISC, qui est une échelle d'évaluation des capacités, des compétences cognitives, donc voir quel est le niveau cognitif de l'enfant. L'échelle de Vinland, qui est une échelle du comportement adaptatif qui est très intéressante. Et puis un test que beaucoup connaissent aussi qui est très intéressant, qui s'applique pour les tout petits, notamment avant l'âge de 3 ans, c'est le Brunellesine, qui est un test très intéressant. Bien sûr, quand on fait le diagnostic d'autisme, le diagnostic est fait cliniquement, bien entendu, il faut démarrer toute une batterie d'exploration parce que très souvent, il y a une pathologie associée à l'autisme. Donc, examen médico-spécialisé, vision, la première c'est la vision et l'audition parce que c'est des enfants qui ne regardent pas. Les autres, c'est des enfants qui ne répondent pas aux stimuli, on a l'impression qu'ils sont sourds, etc., etc. Et des fois, il faut refaire plusieurs fois. Donc, un bon examen de tous les sens, un examen de neuropédiatrie souvent parce qu'il y a des épilepsies, il y a plein de troubles neuropédiatriques qui sont associés, cariotype, et donc un examen génétique pour voir s'il y a des maladies génétiques qui sont associées, comme par exemple la phénylcétonurie, qui est souvent associée, la sclérose tubereuse de Bourneville, etc., etc. Donc nous avons un ensemble d'affections qui peuvent être associées, d'où l'intérêt d'une exploration EEG, de l'IRM, du cariotype, etc., etc. Et si on pouvait doser par exemple systématiquement la phénylanaline, ce serait très bien comme mesure de prévention parce que dans ce cas, au moins, on peut prévenir la survenue de l'autisme et du retard mental grave. Voilà un peu comment on fait les niveaux de diagnostic. Un schéma. Donc, le premier niveau, c'est la surveillance routinière du développement psychomoteur. Normalement, il devrait être fait dans toutes les PMI et dépisté très tôt, parce qu'on peut, par exemple, il y a des signes qui sont des indications absolues pour présenter
l'enfant a un examen minutieux. Par exemple, l'absence de babi, hein, l'absence du pointage, ou un autre geste de communication avant l'âge d'une année. C'est important. L'enfant doit apprendre à montrer ce dont il a besoin avant cet âge. C'est le premier élément de communication et d'interaction sociale. S'il n'a pas acquis les premiers mots avant l'âge de 16 mois, c'est douteux. Donc il faut absolument le présenter. S'il ne fait pas 2 mots avant l'âge pour faire une phrase, des petites phrases comme ça passe partout, avant l'âge de 2 ans, là aussi c'est douteux. Et enfin, plus grave encore, s'il y a une perte quelconque des acquisitions. Là, à ce moment-là, il faut le présenter tout de suite. On examine, ça marche, c'est bon, ça marche pas, on fait des investigations plus poussées, au niveau 2. Et à ce moment-là, si on arrive à diagnostiquer l'autisme, il faut intervenir rapidement pour une prise en charge la plus précoce possible. À ce moment-là, il faut faire une évaluation par une équipe spécialisée, reprendre l'histoire neurologique de l'enfant, le niveau du développement, etc. Donc toute une batterie d'examens beaucoup plus spécialisés. Alors, pour vous donner juste une estimation de quelqu'un qui a fait une étude sur les gens qui ont été suspectés, qui ont été diagnostiqués après, bon, c'est aux États-Unis, donc c'est assez efficace comme outil, comme procédure de diagnostic. Sur 108 enfants qui ont été présentés pour un diagnostic d'autisme à l'âge de 2 ans, à l'âge de 5 ans, eh ben 61% ont confirmé le diagnostic d'autisme et 25% ont été intégrés dans la rubrique troubles envahissants du développement non spécifique, et enfin 14% qui sont sortis du spectre de l'autisme. Hein, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont un problème de langage ou de dysphasie ou autre, mais pas d'autisme. Donc c'est quand même des procédures diagnostiques qui nous permettent de faire vraiment le diagnostic très précocement. Ceci ne nous dit pas la liste des symptômes ne nous dit pas comment se comporte vraiment un enfant autiste. Là, j'ai mis un peu ça pour imager et pour vous donner une idée de l'interaction, justement, de ce problème d'interaction. Le petit bonhomme en vert, c'est lui qui est autiste, évidemment, qui ne sait pas réagir avec les autres. Donc, il est indifférent. Il ne sait pas se joindre aux enfants qui jouent. Et quand il s'intéresse à eux, c'est à peine s'il s'approche, mais il ne peut pas se mêler. Hein, il ne comprend pas les règles du jeu. C'est quelqu'un qui ne regarde pas, dans le sens où on voudrait qu'il regarde. Quand il communique ou quand on veut lui montrer quelque chose. Il ne sait pas indiquer ses besoins. Au lieu de vous montrer ce dont il a besoin, il peut, par exemple, même pour sa maman, il peut la prendre par la main et l'amener là où il a envie. Mais il lui dit jamais, ou bien il lui montre jamais, ou bien il ne s'exprime jamais. Il ne sait pas jouer avec les enfants, bien entendu. Il produit des bruits bizarres. Il répond en miroir quand on l'interroge. Quand il utilise le langage, ce langage est bizarre, etc. Il a des gestes, une façon de marcher qui est assez particulière, et surtout sa vie est ritualisée selon des trucs complètement qui est bridé, c'est-à-dire qu'il ne peut admettre aucun changement, absolument aucun changement. Ça, je l'ai dit, l'autisme n'est pas donc caractérisé par un déficit intellectuel, hein, même si ils ont pratiquement tous un déficit intellectuel, mais c'est pas ça sa caractéristique. La caractéristique principale, c'est son incapacité de donner du sens aux expériences sensorielles, relationnelles et émotionnelles, c'est-à-dire ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ce qu'il perçoit. Il ne peut pas le contextualiser et lui donner et le construire, en faire quelque chose de significatif, partagé avec les gens. Donc les codes pour la construction du sens n'existe pas, hein, chez cet enfant. Il a une difficulté à ajouter, donc, de discerner l'important du superflu, etc. Vous vous rappelez tous du film Rain Man, avec Dustin Hoffman. Ouais. Vous vous rappelez de la scène où la jeune femme a eu pitié de lui parce qu'il n'avait pas une expérience relationnelle amoureuse, et elle l'a embrassé. Hein? En fait, elle l'a embrassé et elle lui avait dit, qu'est-ce que c'est?
Et vous vous souvenez de la réponse? Comment tu trouves ça? C'est mouillé. C'est mouillé. Donc, voilà, un autiste est incapable de percevoir d'aller au-delà de la perception élémentaire de la chose et de mettre du sens. Un baiser n'est pas un signe d'affection ou d'amour, c'est autre chose. C'est une perception. Hein. Ça, c'est un trouble extrêmement grave. Hein. Au-delà de tout ce qu'on peut entendre, si vous voyez un petit trisomique, même s'il est vraiment retardé, ils sont adorables, ils comprennent très vite les choses, les échanges affectifs, émotionnels, les interactions sociales, le jeu du faire semblant, etc. Là, au contraire, alors que c'était un autiste de haut niveau. Alors qu'en est-il des autistes qui ne sont pas de haut niveau? Donc, difficulté de donner un sens à une perception, à un geste, ou bien difficulté de comprendre les expressions émotionnelles. Les mamans, par exemple, quand elles ne comprennent pas pourquoi leur enfant rit quand elles sont en désespoir complet. Hein. Incapacité à comprendre les interactions sociales. Et les interactions sociales, c'est compliqué, c'est pas donné. C'est des choses qui bougent tout le temps. C'est des codes, c'est des conventions, c'est des significations, c'est des constructions interactionnelles, relationnelles et sociales. Hein. Là, j'ai mis, c'est un petit extrait de Cohen, qui est un des auteurs qui ont mis au point la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit qui existe chez tout le monde, et chez l'enfant déjà, très tôt, il commence à la construire, c'est celle qui permet d'attribuer un sens et des pensées, des émotions aux autres. Hein. C'est ce qui nous permet d'attribuer donc des émotions aux autres. Cette incapacité d'interaction sociale qui manque cruellement au bébé autiste, eh ben, chez les autres, elle est une compétence innée chez les nouveau-nés. Hein. Un nouveau-né vient au monde avec des compétences, avec des capacités, et qu'on peut déjà mettre en œuvre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, par exemple, des documentaires où on montre des bébés d'1 semaine capables d'imitation faciale. Hein. Donc les bébés sont à la naissance programmés pour l'interaction, pour l'engagement dans la relation sociale, dès le premier jour de la vie. Ils sont attirés spécifiquement par le visage humain, ils sont attirés spécifiquement par la voix humaine. Hein. Et c'est les objets les plus importants qui attirent leurs attentions. Et très tôt, ils commencent à avoir une attention sélective, à avoir un engagement social, à avoir une interaction réciproque sociale, et à avoir des conduites d'attachement vis-à-vis des personnes les plus significatives pour elles, et à acquérir des compétences relationnelles, des compétences communicationnelles. Et ceci se met en place très tôt, à travers une série d'échanges, donc aussi bien dans le domaine comportemental, par exemple, quand les mamans prennent leur bébé pour l'allaiter, le bébé s'ajuste comme ça, spontanément, tout seul, il prend la bonne position, et dès qu'il se met à téter, il a le sein dans la bouche ou le biberon, vous allez voir tout de suite, dès la première semaine, le bébé lever les yeux et chercher le contact et l'interaction visuelle. Ça remplit bien sûr la maman de bonheur, et le bébé aussi, à ce moment-là, il tète, il regarde, il est confirmé, etc., etc. Et c'est un désespoir énorme pour une maman qui ne reçoit pas ce regard. Donc, interaction affective, tonalité affective générale de l'interaction, et enfin les interactions fantasmatiques, parce que l'imaginaire de la maman, mais aussi du bébé, travaille et se construisent en même temps. Alors, pas revenir en arrière? Non. Ah, pardon. Non. Bon, c'est pas grave. Là, on passe. Donc, la capacité à réaliser ce que les gens peuvent penser est importante et peuvent ressentir. Nous sommes un peu proches de ce qu'on appelle l'empathie. Hein? L'empathie sur le versant affectif, et puis la théorie de l'esprit sur le plan cognitif. Et là, bon, on va revenir tout à l'heure, peut-être si on a le temps. Le pointer, le pointing. Le pointer est extrêmement important dans la construction de la communication. On communique d'abord, avant de communiquer avec le verbe, on communique avec le geste. Hein, et son apparition est très précoce.
À partir de 12 mois, il va se mettre en place. S'il ne se met pas en place, c'est un problème important de communication qui va surgir. Alors, il y a deux types de pointés. Hein. Il y a deux types. Il y a le pointé pour demander. Hein, un bébé a envie d'un objet, il va pointer le doigt sur l'objet pour le réclamer. Mais il y a aussi autre chose qui est plus... un autre type de pointé qui est plus compliqué, c'est le pointé pour partager l'expérience. Hein, un bébé qui voit un phénomène et qui... regarde papa, regarde maman. Hein, même s'il ne sait pas encore parler, il sait déjà montrer du doigt, et à ce moment-là, il jubile. Ou bien, quand on lui montre du doigt, il partage l'expérience. Là, on est déjà dans le partage, dans l'interaction, plutôt que dans la demande. Parce que quand on prend les enfants en charge, on peut leur arriver, par exemple les autistes, on peut arriver facilement à leur apprendre à pointer ce dont ils ont besoin, par des techniques de rééducation. C'est beaucoup plus complexe que d'arriver à leur apprendre à pointer pour partager une expérience. Hein, il voit quelque chose, il vous dit regarde. Là, à ce moment-là, ça devient extrêmement compliqué. Le jeu symbolique, hein, le faire semblant. Le faire semblant est une compétence qui existe très tôt et qui se développe chez les bébés et qui est importante. C'est un des éléments les plus importants dans l'évaluation justement pour le dépistage, de l'autisme. Les bébés font semblant, ils apprennent. Ils apprennent à jouer à la poupée, ils apprennent à faire un bout de bâton, ils en font un cheval, avec une voiture, ils en font un bus, et puis ils prennent des gens, etc. Ils construisent comme ça des petits scénarios qui témoignent d'un bon développement donc de l'interaction et de la communication. Le regard. Le regard est extrêmement important. Et vous allez voir dans ces images, chez les adultes, comment se construit ce qu'on appelle le triangle social hein, dans la communication. Vous savez, il y a des codes, le regard, comment on regarde les gens, comment on se tient à la distance. Le temps de regard. Je vous dis un mot et je vous transmets la façon de comprendre ce mot dans mon regard. Hein? Donc, il est extrêmement important pour que s'installe l'interaction et pour que le monde fasse sens. Hein? Il y a ce qu'on appelle le triangle social qui est typique, qui a été étudié chez les bébés, mais aussi chez les adultes, c'est le même. C'est-à-dire que les personnes qui sont engagées dans une conversation ont tendance à regarder certains points particuliers, parce qu'ils expriment, ils donnent du sens à ce qui est dit. Hein? Ils vont vers l'objet du débat, et puis vers les yeux, et vers la partie supérieure du visage. Alors que chez l'autiste, le triangle social disparaît complètement. Hein? Le regard de la personne se promène uniquement sur les lèvres qui bougent, ou bien sur des parties qui sont brillantes, la chaîne ou un truc comme ça. Donc, il perd du point de vue les autres signes qui vont lui indiquer le contexte dans lequel se tient cette conversation. Donc, le sens de la conversation. La même chose, là aussi c'est la même chose. Voilà, c'est des gens qui vont focaliser sur la bouche plutôt que sur les yeux, parce que la bouche elle bouge, donc ils sont plus intrigués par le mouvement que par ce qui se dit et par la compréhension. Sur les objets plutôt que sur les personnes, sur les stimulations sonores plutôt que sur celui qui parle. Hein, donc le timbre de la voix, trop haut, trop bas, etc. Et enfin, aucune utilisation des indices du contexte pour décoder ce qui est dit. Voilà un bébé avec autisme et un bébé normalement développé, où les regards se dirigent, et voilà, ils sont dans une interaction. Regardez le bébé qui est bien portant. Donc, il prend l'objet, il le retire, il regarde l'autre dans les yeux, il dit non, je ne donne pas. Hein? Et l'autre, il regarde plutôt, au lieu de répondre et de lui dire non, je veux, donne-moi, etc., il regarde uniquement l'objet qui disparaît. Hein? Bon, ça, c'est aussi Baron Cohen qui donnait ces... Alors, c'est quoi finalement? C'est ça, l'autisme. C'est quelqu'un qui est dans un monde qui ne comprend ni la langue, ni la culture, ni les coutumes, ni les significations, ni les gestes, ni rien du tout. C'est ça, l'autisme. C'est quelqu'un qui est complètement déconnecté. Et qui est, bon, en plus des autres troubles. Hein. Donc, voilà.
les conséquences, donc une perception, une absence de compréhension, d'empathie pour les gens, une altération profonde de la perception du monde, une perte totale ou limitation de des compétences communicationnelles, donc pragmatiques, etc., etc. Absence d'imagination, etc.